Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. À midi, c'est André Berkoff qui prendra le relais. On va commenter l'actualité aujourd'hui avec Ariel Weil, maire du 4e arrondissement de Paris et tête de liste de Paris en commun à Paris-Centre. Bonjour. Ryan Nézard, porte-parole de Cédric Villani, candidat à la mairie du 20e arrondissement. Bonjour. Régis de Castelnau, avocat. Vous êtes membre de la rédaction de Causeur et vous avez un blog Vue du droit. Et Patrick Mignon, ancien commandant de bord et membre du PCD, c'est-à-dire le Parti chrétien-démocrate. Bonjour. Bonjour à vous. Que des hommes aujourd'hui, je vous devance Ariel Weil. Ça arrive de temps en temps. Aujourd'hui, le plateau n'était pas forcément simple à monter avec les grèves. Vous vouliez en dire Non, voilà, oui. je vous l'ai dit, je trouve ça problématique, je trouve ça embêtant. Je crois qu'il faut vraiment s'astreindre systématiquement aujourd'hui à inviter des femmes. Il y en a, les experts ne manquent pas, quel que soit le sujet. Les sujets sont suffisamment généraux. Je pense qu'il y en avait, et bon, je pense pas qu'elles soient affectées plus par les grèves que les hommes, mais je crois que ça se trouve comme ça. Enfin, je vais vous dire, ça fait 20 ans que j'anime des débats, et je peux vous dire que c'est pas toujours simple de faire la parité. Non, je sais que pour c'est plein pas de raisons. Donc, est-ce qu'on fait la parité? Après, c'est la question de la parité. Est-ce que la question de la parité, elle est compliquée? Non, mais quand il n'y a pas une femme sur le plateau comme là, c'est pas la parité, c'est un problème. Heureusement que c'est vous qui dirigez l'émission. C'est voilà. moi, je suis une femme. Moi, je suis un peu étonné. Je trouve ça relativement grossier, cette démarche. On est invité, vous êtes invité en pleine campagne électorale. Vous allez pouvoir fourguer votre salade. Et on dit non. Je ne vends pas de salade, monsieur. Si, Moi, je ne vends pas de salade. C'est la campagne, voilà. C'est la campagne moi, électorale. Je connais ça très bien. Je connais ça très bien, mais je trouve, la table ne me convient pas. Dans ce cas-là, ne venez pas. Mais monsieur, quant à imposer en permanence, ce qui compte, c'est la qualité des intervenants. J'ai déjà participé ici à des séquences où il y avait 3 femmes. Il y avait 3 femmes, ça arrive aussi. C'est vrai que ça dépend. Ce sont souvent les emplois du temps des uns et des autres qui ne sont pas forcément simples à gérer. Mais on a dit ce qu'on avait à dire. J'estime qu'il doit y avoir une femme sur un plateau dans les experts. Heureusement, vous dirigez l'émission, mais il y en a aussi qui peuvent intervenir comme invités, comme experts. Voilà. Mais nous en avons régulièrement. Nous avons Sophie de Menton qui est là tous les lundis. Nous avons Sandra Regol. Nous en avons beaucoup. Laurence Marchand-Taillade. Non, et souvent, il y a plus de femmes que d'hommes, effectivement. Et c'est heureux, c'est très bien, parce qu'il y a un apport particulier, etc. Il y a du brio, beaucoup. Je veux dire, mais on ne va pas dire à ceux qui organisent ça, vous allez faire comme si, parce que... Non, mais monsieur peut émettre une réflexion. 4e manifestation nationale pour la réforme des retraites. Est-ce que la rue peut faire plier le gouvernement? On attend pas mal de manifestants aujourd'hui. Est-ce que vous soutenez la mobilisation? En tout cas, les sondages montrent un soutien plus important que la semaine dernière. On va revenir sur les 90 km/h. Et puis, les manifestants doivent-ils aider la police à arrêter les casseurs? C'est ce qu'a demandé le préfet de police. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Patrick, on commence avec vous, Patrick Mignon. Oui, mon coup de gueule était initialement contre la langue de bois qui entoure les attentats au couteau qui ont lieu malheureusement dans différentes villes. Mais en fait, c'est pas tellement sur la nature de ces attentats ou les gens qui les commettent, c'est plus sur la censure que j'ai un coup de gueule. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme d'autocensure. On ne dit pas les choses, on ne nomme pas les choses, on se retranche derrière des adjectifs comme déséquilibré. Ensuite, c'est un gentil garçon dans son quartier, il aimait tout le monde. Et le procureur qui parle à la radio pour la voix de son maître, la voix de l'État, délivre un discours, mais de aseptisé au possible. C'est-à-dire, il précise les faits. Les faits, les journalistes les ont déjà donnés. Alors, il les caractérise précisément. Peut-être que maître de Castelnau pourra nous dire l'intérêt de ce genre d'intervention. Mais moi, franchement, ça m'insupporte. Mais pareil, la censure, je reviens sur... Est-ce que c'est de la censure ou de la prudence? Ouais. Enfin, non. Écoutez, à ne pas nommer les choses, on ne peut pas lutter contre ce qui les génère. Je sais, il y a une phrase bien plus savante que ça qui a été dite. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Puis il y en a plein d'autres. Il y a Confucius qui en a parlé, donc etc. Pareil pour la censure. Je suis absolument outré que Madame Hidalgo se permette de demander à un annonceur de retirer les affiches qui ont été payées par un groupe qui lui plaisent pas, et moi je suis pas du tout pro-Alliance Vita, je m'en fous, mais ces affiches, vous en avez parlé Valérie dans vos trucs, c'est de la censure. Aujourd'hui on est sur une radio où on a comme slogan « Parlons vrai », moi je parle vrai, vous avez parlé vrai, Maître de Castelnau parle vrai, je suis désolé, la censure m'insupporte, et si on n'arrête pas de se censurer, on finira par plus rien dire, et ça va être la dictature, la pensée unique qui va dominer réellement, et ça c'est ça mon coup de gueule. Je vous souhaite de ne pas vivre dans une dictature comme celle de la France, vraiment je vous souhaite de ne pas connaître une censure comme la nôtre. Dictature, monsieur Amiel, ne déformez pas mes propos, mais
J'ai, par mon métier, été dans pas mal de pays qui sont des dictatures. Voilà, un peu plus donc vous souvent. voyez la différence, je pense. Ouais. Ah, je vous en savais rien, mais sur la censure, vous voyez la différence. Voilà, sur cette affaire du métro, vous qui êtes parisien. Oh, c'est ridicule. C'est une annonce, une affiche qui était. De toute façon, écoutez, ça se plaide, ça s'est plaidé. Exactement. Voilà, en tout cas, cette Exactement. campagne est C'est légal ou pas? Voilà, cette campagne est regrettable. Ce sera au tribunal de le dire. Oui, mais ils l'ont déjà dit. Voilà. Ils l'ont déjà dit. Vous savez, Moi, j'ai lu l'ordonnance, j'ai écrit un article dans le Figaro ce matin qui n'est pas encore paru là-dessus. Tout est illégal dans le comportement de Médiatransport et de Madame Hidalgo. Tout. Et il y a des infractions pénales. Donc ça effectivement, la justice le dira. Je voudrais prendre la défense de la justice sur cette question des déséquilibrés. C'est pas facile. Alors, il y a la presse, après, qui est très gênée dans un contexte tendu, difficile. Il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu. Et effectivement, les gens qui passent à l'acte, sont en général fragiles psychologiquement antérieurement. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Sauf à dire, et là je pense que le moment n'est pas venu, sauf à dire que l'islam intégriste ou excessif est une pathologie psychotique. C'est possible qu'on finisse par dire ça. J'en sais rien, moi. Mais je trouve qu'il faut être prudent. Moi, je suis plutôt partisan, et en particulier que les procureurs qui doivent se prononcer. Alors, voyez-vous, la conséquence de ça, c'est la réaction dans le public. Regardez autour de vous, les gens finissent par se marrer, c'est-à-dire un acte gravissime qui en général cause la mort ou des blessures graves chez les gens. Tout le monde dit encore un déséquilibré. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on galvaude tellement le terme qu'on ne caractérise rien. C'est pas encore une fois, je cible pas telle ou telle partie de la population ou mouvance. C'est ne pas nommer les choses ajoute à la misère du monde. Voilà, c'est tout. Je suis désolé. Mais il se trouve que ce sont souvent aussi des déséquilibrés. Oui, c'est un peu non, peut-être à vous, Ariel Veil. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur parce qu'on aura le 30 janvier, cette année encore, la nuit de la solidarité. Et c'est un très beau moment. Je trouve que c'est un moment où, justement, on en va en parler sûrement aujourd'hui. C'est un moment où tout le monde se rassemble, est uni, quelles que soient les familles politiques. C'est Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a lancé ça il y a 3 ans. Ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait de nouveau maintenant dans d'autres des villes qui nous ont rejoints. Et voilà, ce sont tous les citoyens qui se rassemblent. On le fait dans chacune des mairies. Ça me touche particulièrement. On se rassemble et on va au-devant des SDF. Alors évidemment, on le fait pas que la nuit de la solidarité. On le fait tout le temps. Je fais que les maraudes régulièrement. C'est même comme ça que mon engagement a commencé bien avant d'être maire. Je faisais partie des citoyens qui y allaient et on se retrouve et c'est un des moments, voilà, on est tous unis et il y a peu de différences, quel que soit ce que peuvent penser les gens. Et c'est quand? C'est le 30 janvier, donc je vous encourage, si vous l'avez pas fait d'ailleurs, j'en profite pour faire la pub sur la radio, il faut s'inscrire, je crois qu'il y a plus beaucoup de place et ça suscite un vrai enthousiasme des citoyens qui demandent, et ça fait partie de ce qu'on nous demande nous au maire, d'organiser les possibilités pour les gens de s'engager dans le temps qu'ils ont, dans les compétences qu'ils ont auprès des sans-abri. Voilà. D'accord. Moi, je vous signale le salon des familles qui aura lieu ce week-end, porte de Versailles. C'est la première fois. C'est un salon. Alors, le nom est peut-être pas très bien choisi parce qu'aujourd'hui connoté quand on dit famille. Mais en tout cas, c'est un salon qui permet aux parents, aux grands-parents, aux enfants de se rencontrer. Il y a des tas d'ateliers, de conférences. Et je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Il y a beaucoup de choses autour de la nutrition. Donc, si vous êtes à Paris, allez-y. Débats liés à la parentalité, à l'éducation positive, au sommeil, au handicap. Bref, des sujets qui intéressent les familles. C'est connoté famille. Alors, famille, c'est un mot qui à la base. Ça renvoie un peu à ce que disait Emmanuel Macron, qui disait on va mettre des choses en place qui fait que jusqu'à l'âge de 18 mois, on accompagnera les parents, on s'en occupera, etc. Bon, moi, effectivement, la vie familiale aujourd'hui n'est pas toujours simple. Il y a des tas de mutations qui ont eu lieu. D'abord, il y a une famille recomposée. Et puis ensuite, matériellement... je sais pas si, j'ai un peu peur que effectivement il y ait une approche qui soit politique au sens normal. Pas là dans le. Non, mais normal du terme, je veux dire, et sociétal. Je pense il y a aussi la responsabilité des familles qui est importante. Il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Donc voilà, je suis le premier à dire que c'est pas simple aujourd'hui. En particulier dans les grandes métropoles, d'être parent. Pas du tout. Plein d'autres manifestations pour les familles aussi qui se tiennent dans les quartiers, dans les théâtres, dans nos territoires, dans les mairies. On a des anniversaires qui sont célébrés dans nos mairies. C'est pas un tabou la famille. Simplement, il faut reconnaître que la famille
a beaucoup évolué. Voilà. C'est pas une question de tabou. Les familles. Simplement le fait que Valérie a dit, c'est connoté. C'est connoté, c'est salon de la famille. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Le fait de parler des familles, c'est une manière respectueuse de dire, et effectivement, de dire que dans notre société aujourd'hui, il y a différentes formes de familles, famille monoparentale, ça a été mon cas, des familles homosexuelles, des familles recomposées. C'est très bien. Salon des familles. Donc je trouvais que c'était plutôt un bon titre, mais on prend des précautions maintenant quand on dit certaines choses. Voilà, vous parliez de la censure et du politiquement correct. Régis, un coup de gueule, je garde Ryan pour la fin parce que je pense que ça va faire un peu débat. Coup de gueule? Non, c'est un coup de gueule un peu rigolard et ça peut être un coup de cœur aussi. Ça a été les réactions à ce qui s'est passé au Moyen-Orient, à l'exécution de Soleimani, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, je pense que s'il y a bien un endroit du monde où tout est d'une complexité absolument considérable, ils ont encore accentué ce que disait De Gaulle, j'allais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Et donc, c'est que c'est un bazar, et savoir ce qui s'est passé en réalité, le pourquoi du comment, l'intérieur de l'Iran, le rôle d'Israël, etc., c'est assez complexe. Mais tout le monde s'est positionné à partir de son lieu d'énonciation. Alors, une bonne partie de la communauté juive a applaudi. L'autre, ceux qu'on appelle les gauchistes ou les islamo-gauchistes, ont hurlé à l'impérialisme américain sans principe. Bon, moi, je suis intervenu sur l'aspect droit international qui était tranquillement et gentiment violé, mais on s'aperçoit que toutes les sentences qui avaient été prononcées, aujourd'hui, elles sont remises en cause parce que les Iraniens sont prudents, ou en tout cas, il préserve la forme, il sauve la face, mais c'est tout. Trump s'est mis à appuyer sur le frein. Moi, ce qui m'avait interpellé, c'était que cette initiative était contraire à tout ce qu'il a dit et fait auparavant. Qu'il avait critiqué les interventions de ses prédécesseurs, etc. Et donc, simplement, c'était pour dire que il faudrait qu'on soit plus prudent dans les appréciations et que on évite... Comment ? D'être moins manichéen. Manichéen, et puis surtout de défendre sa petite boutique à cette occasion, quoi. Y compris ce qui se passe excusez-moi, je termine. Y compris ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'actuellement il y a une bataille sur l'impeachment. Il y a une bataille, c'est-à-dire 3 ans après, Trump n'est toujours pas reconnu par l'opposition démocrate comme un président légitime. Enfin bon, je veux te dire, tout ça s'articule. C'est très compliqué. Y compris Macron qui avait pris des positions assez fermes sur la question du retrait de du traité de 2015, là, il est venu et il a assuré Trump, après avoir eu les informations, de sa totale solidarité. Alors moi, je passe mon temps à taper sur Macron, mais il avait peut-être des infos qui faisaient que il a pensé utile de prendre cette décision. Pourquoi cet homme a été abattu comme ça ? Est-ce que c'est pas quelque part un service rendu au Mollah ou moi j'en sais rien, j'en sais rien, mais je voudrais qu'on arrête de se précipiter comme ça sur le problème en matière de renseignement. Les gens ne peuvent avoir que des opinions par nature, par définition. Si quelqu'un est informé dans le renseignement, c'est les gens qui en font partie et donc ils sont tenus plus ou moins au secret quand même. Et tous ceux qui s'expriment en affirmant leur théorie ne peuvent avoir qu'une opinion absolument invérifiée. Donc vous avez tout à fait raison. On dit tout et n'importe quoi sur le sujet sans connaître les tenants et les aboutissants, d'autant que Trump, comme vous l'avez dit, venait d'annoncer un retrait de 3000 soldats. Et du coup, il est obligé d'annoncer un envoi supplémentaire de 3000. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qui était annoncé avant. Donc, prudence dans tout ce qu'on dit là-dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je vais peut-être sur un point ne pas être en désaccord avec vous. C'est sûr on voit a posteriori qu'en effet, je trouve, moi, stupéfiant et peu commenté que l'Iran annonce... continuer à enrichir l'uranium. Bon, on constate que ça ne devait pas être très compliqué pour eux de s'y remettre a posteriori. Donc, on peut se demander s'ils n'ont jamais arrêté. On constate aussi au passage qu'on pèse pas grand-chose dans cette diplomatie-là. Cela étant, je reprends juste sur un mot, la communauté juive, vous parlez de manichéisme. Moi, d'abord, j'aime pas quand on parle de la communauté juive. Il n'y a pas une communauté juive en France, elle est heureusement plurielle et multiple, et elle ne s'est pas prononcée comme un seul homme, puisque dans la communauté juive, il y a beaucoup d'opinions diverses, y compris en politique, et heureusement. Fort heureusement, moi, j'y ai beaucoup d'amis. On s'est un peu fâché sur l'affaire Sarah Halimi. Enfin, fâché, on a été sur des opinions contraires. Et donc, mais je les aime beaucoup, je les vois, et je suis chez Causeur. C'est pas ce qui manque, y compris avec un lien quasiment organique. Et là, ils sont partis... Qu'est-ce qui manque pas chez Causeur ? J'ai pas compris. Causeur, fondé par Elisabeth Lévy, avec Ingelkraut, etc. Ils sont...
quoi qu'en ce qui concerne Finkielkraut et Lévy, ils sont un peu anti-CRIF, mais peu importe. Je veux dire, c'est une culture culture politique et des fonctionnements culturels qui sont particuliers et légitimes, normaux, et pour lesquels j'ai pas mal de sympathie. Mais je veux dire, au départ, il y a eu une espèce de crispation avec un discours où on a tué Hitler, quoi. Donc c'était pas très sérieux, c'est tout. Communauté, en bloc, je dis la communauté. Vous parlez de certaines institutions communautaires, pas de la communauté juive. Non, je parle de mes amis. Allez, on se retrouve dans un instant et Ryan, ce sera votre coup de... Ryan Nezara, tout de suite. De retour dans le studio de Sud Radio, on va parler de la 4e manifestation nationale contre la réforme des retraites. Est-ce que vous soutenez toujours la mobilisation? Est-ce que vous êtes contre cette réforme? Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut plier? 0826 300 300, on en parle avec vous. Mais Ryan Nezara, on n'a pas eu votre coup de gueule. Un mot, oui, sur la circulation dans Paris, parce qu'aujourd'hui, très clairement, tout le monde s'en rend compte, c'est le bazar. Bien sûr, il y a les grèves. Ouais. Je pense quand même qu'on aurait pu mieux gérer les choses et éviter un certain nombre de choses. Éviter d'abord de faire des pistes cyclables non sécurisées, parce que c'est dangereux pour tout le monde, pour les cyclistes, pour les automobilistes, pour les piétons. On aurait pu mieux sanctuariser. Enfin, moi, je suis pas particulièrement. Il n'y en a pas autant que dans les autres villes européennes. Typiquement, quand on se compare à Amsterdam ou à d'autres villes, on a beaucoup de progrès à faire. On aurait pu mieux sanctuariser les trottoirs. On aurait pu avoir un service Vélib beaucoup plus fonctionnel que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est totalement explosé. Hier soir, en rentrant du boulot, j'ai mis une demi-heure à trouver un Vélib fonctionnel. Les usagers, c'est ça le message, ont droit à une qualité de service. Une qualité de service à la hauteur tout simplement de ce que paye le contribuable et l'usager, et notamment quand il s'agit de se déplacer pour aller travailler. Et donc ce sera, je crois vraiment, le rôle d'une nouvelle municipalité à Paris. Là, c'est vous qui vendez votre salade, pour reprendre les mots. Non, c'est pas des salades, c'est une vraie attente, je crois, profonde. C'est-à-dire que la conflictualité, les tensions aujourd'hui. Pour faire campagne, non? Si. On est dans un média, on est là pour exprimer des opinions. Je crois que Sud Radio, ça a toujours été l'état d'esprit. Mais là, vous êtes carrément dans un argument de campagne. Je crois que ce que je dis est partagé par une grande majorité de Parisiens et qu'il faut remettre un peu d'ordre dans cette capitale. Ryan, si je peux me permettre, il n'y a pas que les Parisiens. Moi, je viens de l'Essonne et très franchement, la circulation à Paris, la fortiori, mais les solutions dont vous venez de parler, les vélos, les Vélib, etc. Vous croyez que quand il y a la 118 avec ses côtes à faire, qu'on supprime dès qu'il y a un bout de neige, on évite que les voitures aillent dessus tellement ça monte ou ça descend? Vous pensez qu'en vélo c'est accessible à n'importe qui? C'est pas ce que je vous ai dit. Non, c'est pas du tout ce que je vous ai dit. Je vais au-delà. Non, mais là on peut avoir un débat sur les mobilités dans la région, très clairement. Je reviens sur ce qu'a dit Sophie de Menton dans une des émissions, puisque je suis fidèle. Oui, il est très fan. Patrick, il appelle même quand il n'est pas là. Vous me manquez. C'est une drogue. Quand elle parlait du comportement des deux roues en général, c'est-à-dire les trottinettes, les vélos, les scooters, les locations, les motos standards, etc., ça devient l'enfer à Paris. Parce que il faut avoir des yeux partout. Je veux dire, le radar de la voiture sonne en permanence tellement les gens vous passent. Donc on est d'accord. Donc il y a un gros problème. Mais donc il faut remettre de l'ordre. Je suis pas content avec ça. Ça vient d'avant. Ça vient de la municipalité d'avant. On a voulu restreindre la circulation dans Paris pour éliminer la voiture de Paris. Mais sans offrir les alternatives. C'est un choix. Il n'y a rien eu de mis en place en face. Le résultat, ça va être des accidents. Et en plus, il y a eu une étude, si je ne me trompe pas, de l'ADEME ou d'un autre organisme spécialisé, qui a montré que la pollution n'avait pas diminué. Elle s'était déplacée de certains endroits. Donc, effectivement, c'est un gros problème. On peut avoir des débats, on peut avoir des débats dessus, mais on peut pas dire juste n'importe quoi. On peut pas dire... Non, je parle pas de vous, mais sur le développement du vélo. Je suis statisticien de formation, moi. Plus 50% de pratique du vélo sur un an. Par rapport à quand? C'est par rapport à il y a un an. Par rapport à il y a un an. Entre septembre 2018 et septembre 2019. En septembre 2018, vous vous souvenez de l'état du réseau Vélib? Non, mais je parle pas de vélo. Non, parce que vous prenez tout le temps. La référence à septembre 2018, elle est fallacieuse. Et pendant les grèves, c'est 100%. Et pendant les grèves, c'est plus 100%. Mais je veux pas parler de statisticien. On peut pas parler de la circulation un jour de grève, c'est ridicule. Donc déjà sortons aujourd'hui. Ça fait 40 combien? 44 jours. Ça a toujours été compliqué les jours de grève de circuler à Paris et partout. Je suis électeur parisien. Et je vais dire justement que je trouve préoccupant que la question de la circulation à Paris ne soit que le problème de la commune de Paris. Parce que je veux dire, toutes ces circulations douces
Bien évidemment, moi mes enfants s'en servent et tout, et je reconnais que c'est très séduisant malgré le bazar. Il faut de la place pour tout le monde et l'organiser. Oui, mais ça, après, moi je suis pas spécialiste, oula mon Dieu Seigneur, des questions de circulation, mais ce que je constate, c'est que c'est essentiellement dirigé vers ceux qui habitent déjà Paris, et qui sont, chacun le sait bien, privilégiés sociologiquement. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Paris n'est pas une ville de privilégiés. Et Dieu merci, il y a un effort sur le logement social monstrueux qui a été fait et qui permet de maintenir une grande diversité. C'est vrai qu'il y a que de la Non, Paris n'est pas une capitale de privilégiés. Ça suscite du débat. C'est donc le sujet d'intérêt. Et je termine. Et Angelo nous dit comment on se déplace. Que la circulation de la capitale de tous les Français fasse l'objet d'un traitement qui ne soit pas uniquement le traitement de la ville de Paris en fonction de ses petits intérêts électoraux. J'ai pas de solution à préconiser, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, vous avez une segmentation qui est faite, et ceux qui circulent dans Paris, et c'est devenu l'enfer, même en scooter. Et je crois que les maires des communes limitrophes râlent contre ça. Et il y a une forme d'exclusion. Parce qu'on ne travaille pas assez avec les maires limitrophes. C'est exactement ça le problème. Et on a un auditeur qui nous dit comment on fait pour se déplacer quand on a 75, 80 ans, 85 ans en Vélib. Il faut un moyen de transport pour tous. Évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de cette 4e journée de mobilisation, 4e manifestation nationale contre la réforme des retraites. Avec vous sur Sud Radio 08 26 300 300. Avec vous sur Sud Radio, nous débattons, nous commentons l'actualité, nous parlons de la grève, 4e manifestation nationale, avec un soutien encore plus fort pour ce 36e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Ça a commencé le 5 décembre. C'est un sondage, c'est une balise d'opinion IFOP fiduciale pour Sud Radio. 47% des Français expriment sympathie ou soutien à la mobilisation, soit 3 points de plus que la semaine dernière. Est-ce que vous êtes étonné par ce soutien, Ryan Nezar? Non. Le sujet, on le connaît. C'est une réforme qui aujourd'hui a été annoncée lors de la campagne présidentielle pour une partie, c'est-à-dire pour la partie système universel, et qui ne l'avait pas été pour une autre partie, c'est-à-dire l'âge pivot. La question de l'âge pivot aujourd'hui, c'est le point le plus clivant, que ce soit dans l'opinion chez les Français ou au sein des syndicats. Nous, ce que nous souhaitons avec Cédric Villani, c'est qu'il y ait un accord avec les syndicats réformistes, mais qu'il y ait aussi des concessions sur la question de la pénibilité, sur la question de la rémunération, notamment des enseignants, et puis sur l'âge pivot, qui en effet n'était pas prévu lors de la campagne présidentielle. Oui, mais le soutien à Ariel Veil des Français interroge tout de même. 34 jours de grève, ça veut dire que cette réforme, ils n'en veulent pas? Oui, c'est dur, parce que c'est dur pour tout le monde la grève, et c'est dur aussi pour les grévistes, faut quand même le reconnaître. Et donc, on voit que ça ne passe pas. Alors, je suis pas totalement désaccord avec ce que dit Ryan Nezar, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des points qui ne passent pas, et qu'il faut désormais que tout le monde soit autour de la table. Quand on n'a pas une organisation syndicale qui trouve son compte, c'est compliqué. Oui. Moi, je ne me place pas déjà au niveau technique comme vous venez de le faire, tous les deux. Moi, je me pose la question de l'utilité de cette réforme. Parce que j'ai retrouvé un texte du Conseil d'orientation des retraites de novembre 2019, page 48. Les dépenses en part du PIB sont stables en 2025, on est en 2020, et quasiment stables à l'horizon 2030 à 0,1 point près, selon le schéma de croissance de productivité. Et il dit exactement la même chose en page 53 sur les dépenses de l'Agirc-Arrco, qui est le plus gros système, complémentaire, où elle ne progresse que de 3,5 à 3,6 les dépenses en point de PIB sur l'ensemble de la période concernée jusqu'en 2030. Ça veut dire que cette justification de mettre cette réforme-là uniquement parce qu'elle était dans un programme du candidat, et encore, comme vous l'avez dit, insuffisamment détaillé, etc., moi je me la pose. Premièrement, ça a été donc de base peu d'explications, donc les gens comprennent pas. Peu d'explications sur le côté très technique que ça représente, parce que du coup ça bloque. Et pour finir derrière, un tel blocage du pays, enfin plus exactement de la région parisienne, mais c'est quand même bien pénible. Les gens sont tellement bloqués qu'ils finissent par rejeter le mouvement, la responsabilité de ce mouvement, non pas sur les grévistes eux-mêmes, mais sur le gouvernement, parce qu'effectivement, mauvaise communication au départ, pas de justification. Alors ensuite, vous posiez la question dans ce que vous vouliez traiter, c'est est-ce que la rue peut faire changer le gouvernement? Moi, de base, je suis pas favorable dans une démocratie, même si le droit de manifestation est acquis, à ce que la rue fasse changer. Ça, c'est un principe de gauche établi. La gauche tente de récupérer dans la rue ce qu'elle a perdu dans les urnes. Moi, je suis désolé, il y a un vote,
aujourd'hui. Si on l'avait mis en référendum, on aurait eu de base des justifications plus soignées, un débat nettement plus large, les gens auraient tous pu s'exprimer, y compris les syndicats, etc. Puis dernier point, moi, qui m'insupporte, je voulais le dire, la France, je constate encore une fois, le dernier pays bolchevique au monde avec la Corée du Nord et Cuba. Parce que très franchement, bah oui, mais parce que très franchement, je suis désolé, mais je vois encore revenir, pareil que pour les Gilets jaunes, la récupération sous forme de lutte des classes, de quelque chose qui est un ras-le-bol, qui n'est pas spécifique à une classe particulière, parce que je suis désolé de le dire, hein, en termes de retraite comme dans le reste, on est toujours le pauvre de quelqu'un ou le riche d'un autre. Donc, moi, cette classification et cette lutte des classes que la CGT de Martinez et d'autres tentent de remettre, et ils utilisent ce prétexte, eh ben moi, ça m'insupporte. Mais effectivement, la responsabilité n'est pas sur leurs épaules à eux, c'est pas eux qui ont commencé. Voilà. Et je comprends pas bien votre point de vue simplement sur le droit. Vous êtes contre le droit de grève parce que ah non, pas du tout. Oui, mais alors non, pas du tout. Vous dites la rue, mais la rue, c'est la grève, c'est je parle de la rue, les manifestations selon l'ampleur des manifestations. Les gens ont le droit de faire grève et ça a toujours été un instrument de négociation pour changer. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Totalement d'accord. J'ai même dit que c'était constitutionnel le droit de manifester, le droit de grève, et bien heureusement. Simplement, je dis que si à chaque fois que des manifestants s'expriment, la réforme qui est proposée, et je ne parle pas de la réforme des retraites, doit reculer, alors là, on ne va jamais bouger, on ne va jamais avancer vers quoi que ce soit. Parce qu'en termes de manifestation, faisons la population globale quand même. Donc c'est pour ça que je bascule sur le référendum. Puisqu'il y a des doutes, puisqu'il y a des oppositions qui se manifestent, dans la rue, je ne parle pas des violences, hein, je parle des oppositions normales et constitutionnelles et républicaines. Eh bien, à ce moment-là, utilisons l'outil démocratique par nature qu'est le référendum. Ouais, mais bon, il n'existe pas, donc on peut être... le gouvernement pourrait tout à fait faire peut-être qu'il faut s'en sortir effectivement autrement. Régis de Castelnau. Alors vous allez être stupéfaite, oui, Valérie, je soutiens mordicus le mouvement. Hein, je fais partie des 47%, moi, alors que je ne suis plus directement concerné. Hein, vous êtes déjà à la retraite. Je suis un boomer, donc c'est moi qui ai laissé s'installer le bazar et qui maintenant se frotte les mains. Donc non, ce que je veux dire, c'est que le problème de ce soutien, au-delà des aspects techniques que vous avez évoqués, qui sont très importants, même si ça va nous concerner, hein, c'est pas mal d'enfants qui sont nés après 75. Ce sera notre quotidien aussi. Non, c'est le déficit considérable de légitimité de ce gouvernement. Et si vous voulez, alors vous dites qu'il y a eu un vote, etc. Rappelons-nous comment ça s'est passé en 2017, la surprise, le coup d'État judiciaire avec Fillon, ensuite une Assemblée nationale élue dans la foulée grâce à l'inversion du calendrier. Coup d'État, hein, c'est un peu fort, coup d'État. Comment ? Oui, le mot de coup d'État est... Oui, judiciaire, si, mais je le maintiens. Bon, je l'ai écrit. Mais c'est pas le sujet. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est président de la République avec 16% des inscrits au premier tour, qui vient de perdre les élections européennes, si tant est que, bon, il est second, il s'est présenté comme vainqueur avec 11% des inscrits, hein, et nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale qui est une espèce de chambre d'enregistrement, hein, où il n'y a pas un ouvrier qui a été élu par 40% des Français. Moi, je veux bien. Je veux bien. Alors, si on fait... Moi, je pense que ce déficit, quoi que propose Emmanuel Macron, il y aura des oppositions. Attention, parce que là, on mélange tout. Attendez, non. Je dis qu'au-delà du débat, sur les retraites, qui est un débat qui doit avoir lieu, il y a ce refus, parce qu'il y a un déficit de légitimité, de confiance dans ce que propose ce gouvernement. Hein. Alors, on a tout ce qui est service public. Je termine. Je termine là-dessus. Moi, je veux bien. Après, moi, je m'arrête, moi. Je veux bien que on parle démocratie contre la rue, etc. La rue, la liberté d'expression et dans le droit de manifestation sont des libertés constitutionnelles. Hein. C'est pas que la rue va gagner. Hein. Il y a des instances dont aujourd'hui je considère qu'elles ont un gros déficit de légitimité, mais vous avez raison, pas de référendum. Alors on dit sous l'Assemblée nationale qu'on rigole. Hein. Et comme par hasard, comme a dit Macron en pleine crise des Gilets jaunes, pourquoi je dissoudrais ? Parce que beaucoup lui proposaient, non, j'ai pas de problème avec l'Assemblée. Ah bah oui, vu la façon dont elle fonctionne. Un mot, Ryan, puis on a Cédric avec nous en ligne. Un sujet de confiance globale dans le système de la Ve République, il est connu, c'est pas le premier quinquennat où on connaît ce type de manifestation, il est très certain qu'aujourd'hui on est loin du compte. Il est certain qu'aujourd'hui on a besoin d'inventer au niveau local, mais aussi au niveau national, de nouvelles formes de participation du peuple et des citoyens dans le débat politique. Sur le sujet des retraites plus spécifiquement, ce que je regrette, c'est qu'on ait mélangé deux sujets. D'une part, la question de la justice du système. Aujourd'hui, ce que vous soulignez, c'est que on a un système avec
42 régimes, des règles extrêmement différentes qui pouvaient se justifier en 45, mais qui se justifient beaucoup moins aujourd'hui. Le fait de mettre sur la table, ce qui était l'objet de la campagne présidentielle, de mettre sur la table un projet d'unification de ces régimes était une bonne réforme. Et on a mélangé cette discussion-là avec un deuxième sujet, celui que vous pointiez, la question des économies budgétaires. Nous pensons avec Cédric Villani qu'il faut distinguer les deux. C'est exactement ce que dit la CFDT. Qu'il faut avoir une interrogation sur le financement, mais distincte de la question de l'architecture globale. C'est pas si technique que ça, parce qu'au fond, les gens se disent, mais pourquoi on fait cette réforme? Est-ce qu'on l'a fait pour que les pensions baissent, ou est-ce qu'on l'a fait pour que ce soit plus juste? Il faut que ce soit une réforme de justice. Je suis absolument d'accord avec ça. Je voulais simplement dire que voilà, vous avez pointé effectivement cette contradiction qui est d'installer le débat budgétaire, et en plus budgétaire à court terme, puisque vous citiez vos chiffres. C'est pas un sujet en tout cas, qu'on veuille que ce soit équilibré, qu'on veuille pas léguer aux générations futures un système déséquilibré, c'est une chose, mais qu'on veuille aussi atteindre un objectif budgétaire à court terme, ça c'est un sujet. C'est ce que pointe d'ailleurs la CFDT. De dire que les deux en fait peuvent pas. Alors attendez, on a un auditeur qui attend depuis un moment. Cédric de l'Hérault est en ligne. Bonjour Cédric. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'aurais deux petites choses à vous dire. Déjà, la première chose, c'est qu'on essaie de trouver des solutions par rapport aux retraites et tout ça, mais il y a un truc qui est très important, c'est que on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de machines qui prennent beaucoup de place dans le travail et qui prennent la place justement des personnes. Pourquoi dans ces cas-là, on n'essaie pas de trouver une petite taxe qui permettrait de pouvoir alimenter les retraites? Ça, c'est ma première chose. La deuxième, il faut que la République en marche arrête de dire, regardez, grâce à nous, le chômage baisse. Effectivement, il y a la roue qui tourne, donc il y a de plus en plus de personnes qui partent à la retraite. Donc c'est effectivement, normalement, qu'est-ce qui se passe? La croissance, on va dire, augmente et il y a moins de personnes au chômage. Et puis la troisième chose, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, on joue la montre avec le gouvernement qu'on a, et en fait, ils attendent juste une chose, c'est qu'en fait, les gens s'essoufflent, que les gens, comme avec les Gilets jaunes, je le suis et je le revendique de haut et fort, que les gens s'essoufflent et que à la fin, on se retrouve avec une lassitude, un manque à gagner, parce qu'en fait, la grève, il y a non-paiement. Donc, qui dit non-paiement dit après de grandes difficultés. Et qui dit grandes difficultés dit frottage des mains du gouvernement, se disant, ah, ben vous voyez, il n'y a plus personne dans les rues maintenant. Alors maintenant, on peut faire passer les choses. Et ça, je suis vraiment, vraiment choqué, parce que je trouve ça lassant de voir qu'on a un gouvernement qui est pire que M. Hollande. On va finir par nous faire regretter François Hollande quand même. C'est impressionnant quand même. On arrive dans un pays où on va finir par regretter François Hollande. Donc c'est un truc de fou. Je suis déçu qu'en fait on ne puisse pas avoir un gouvernement qui puisse écouter le peuple. J'entendais le monsieur qui disait tout à l'heure... mais c'est qui le peuple? C'est les syndicats? C'est qui? C'est nous. Mais c'est nous le peuple. Et quand on dit dans la rue, effectivement, ça nous va pas, votre réforme ne nous va pas, on est les premiers concernés. J'entendais le monsieur qui disait tout à l'heure, oui, mais alors à chaque fois que les gens vont dans la rue, il y a ceci, il y a cela, faisons un référendum. Le dernier référendum qu'il y a eu à faire, j'ai essayé de m'inscrire pour aller sur ce référendum, mais c'est un casse-tête chinois. C'est fait exprès. C'est l'aéroport de Paris. Oui, c'est l'aéroport de Paris. C'est s'inscrire, c'est différent. C'est pas un référendum à l'initiative soit du gouvernement, soit à l'initiative gouvernementale. Donc si c'était un référendum à l'initiative du gouvernement, vous n'auriez pas besoin de vous inscrire. Votre inscription sur les listes électorales vous permettrait de prendre part. C'est quand même organisé par le gouvernement. Mais là, pour parler un peu plus politique, le gouvernement joue la montre, comme le disait notre auditeur. Ils attendent quoi? Le pourrissement de la situation? C'est vrai que c'est quand même, encore une fois, invraisemblable que pendant 15 jours... Le projet de loi est au Conseil d'État. Je vous rappelle quand même que le président de la République, Emmanuel Macron, dans ses vœux, a dit qu'il souhaitait un accord rapide avec les syndicats qui le veulent. Ça, c'est la politique, la politicienne avec son Premier les ministre. Négociations... Non, les négociations hier, les syndicats ont claqué la porte. Ça, c'est leur choix. Mais en tout cas, le souhait d'avoir maintenant un accord rapide, il est très clair. Il faut vraiment sortir des blocages. Et après, on est d'accord qu'il n'y aura peut-être pas un accord avec tous les syndicats. Certains que la CGT ne sera pas d'accord pour le système universel. Ils l'ont déjà dit, c'est leur cohérence. Mais en tout cas, les syndicats réformistes, la CFDT, l'UNSA, qui ont dit on est d'accord sur le système à points, mais pas sur l'âge pivot, il faut trouver un accord maintenant. Et simplement pour répondre aussi à Cédric sur le point qu'il soulevait,
c'est pas vrai que aujourd'hui il y a moins de population active en France. Il y a 800 000 jeunes chaque année qui rentrent sur le marché du travail et 700 000 départs à la retraite. Donc quand le chômage baisse dans notre pays, et il a commencé à baisser depuis 2015, il baisse alors que la population active augmente. Donc il ne faut pas quand même à chaque fois être négatif, si je puis dire, sur notre pays. Il y a aussi quand même des choses qui vont un peu mieux dans notre économie, simplement elles vont pas mieux pour tout le monde. Et donc il faut mieux partager. Ça vient pas forcément des réformes qui ont été faites. Ça c'est vrai, ça met très longtemps. Ça vient peut-être de François Hollande, je disais. Non, mais des réformes qui ont été contestées au sein même du Parti socialiste. Vous parlez de bolchevisme, simplement, vous le disiez vous-même. Regardez, il y a des gens qui soutiennent la grève, qui viennent de partout. Je crois qu'il ne faut pas simplifier non plus. Moi je viens du bolchevisme, hein. Non, mais je le confirme. D'accord. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, vous avez un bolchevique en face de vous, mais il y a aussi, d'abord, il y a une diversité des syndicats, on le disait à l'instant. Et il n'y a pas que des syndicats, il y a des gens comme ce monsieur qui peuvent soutenir la grève sans être dans un syndicat. Donc, je crois qu'il ne faut pas simplifier à l'extrême. Il ne faut pas simplifier à l'extrême. Non, il ne faut pas simplifier à l'extrême le mouvement social. Les blocages, les intimidations, les enfumages de franciliens dans les couloirs de métro, ce n'est pas la pratique normale du droit de grève. C'est ce qu'a dit ce matin Jean-Baptiste Djebbari, donc secrétaire d'État au transport. Pourtant, certains syndicats pratiques se revendiquent que d'un marxisme révolutionnaire. Voilà, je voulais vous citer cette phrase. Hélas, il ne se revendique pas d'un marxisme révolutionnaire, ça c'est très personnel. Patrick, je vous invite à la lecture du livre de Jérôme Sainte-Marie, Bloc contre bloc, où justement il fait une démonstration difficilement réfutable qu'on est dans une phase de conflit de classe, pas de lutte de classe, mais il y a deux blocs. Quelle nuance vous faites entre conflit et lutte de classe ? La lutte, ça structure l'ensemble de la vie. Alors là, c'est un conflit de classe et en plus, les classes sociales se définissent, etc. Et là, vous avez un conglomérat de classes, France d'en bas pour faire court, bloc élitaire, bloc populaire, et donc il y a une dimension de conflit de classe. Ce que je regrette, c'est que le président actuel est pour politique globale, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici sur ce plateau, de fracturer toujours plus la société alors qu'il devrait être en train d'essayer de l'unir. Je considère, moi, peut-être qu'il considère ça très bien dans le principe de Sun Tzu, l'art de la guerre, diviser pour mieux régner. Mais très franchement, moi, c'est pas ce que j'attends d'un président de la République. Sur le plan de la légitimité, Régis, vous avez dit qu'il était peut-être illégitime. J'ai eu ce débat avec mon fils aîné ce week-end, c'était assez chaud. Et finalement, je me range à son idée. On peut pas faire trop de discussion entre légalité et légitimité. Il a été élu, même avec 16% des inscrits, il est élu et on a une constitution et un conseil constitutionnel. La législature actuelle, les députés sont certes le doigt sur la couture du pantalon et on peut leur reprocher, surtout sur un sujet comme les retraites où ils auraient pu marquer des différences, mais ils sont toujours légaux et légitimes. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut une dissolution ? Oui, peut-être, à mon avis, pour redonner du souffle et voir où on va. Si on veut pas de dissolution parce qu'on a trop peur, encore une fois, je reviens, libre à eux d'organiser un référendum. Allez, on se retrouve dans un instant, 0820 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, le débat continue. Le débat continue. C'était un autre débat, on était sur l'Irak, sur tout à fait autre chose. Donc qui me passionne aussi. Absolument, mais il y avait beaucoup de sujets. Donc il y a une manifestation aujourd'hui où on attend pas mal de monde à Paris. Non, à Paris, à Paris. Et la préfecture de police appelle les manifestants à aider aux interpellations des éventuels casseurs en les signalant. Il y a plus de 5500 policiers et gendarmes qui sont mobilisés aujourd'hui à Paris. C'est la 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de monde à la première journée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une... Enfin, c'est vrai que quand on voit les images des casseurs, on se demande pourquoi ils ne sont pas interpellés. Donc, est-ce que c'est un effet de com de la part du préfet que de dire aidez-nous à les interpeller, vous qui êtes élu parisien? On a un petit peu de mal à comprendre cette... Je trouve ça un peu étonnant, tel quel, comme ça, brut de décoffrage, parce que c'est évidemment pas le rôle des manifestants. Je vous rappelle que les casseurs, qui sont d'une extrême violence, certains, et ils sont là pour pourrir le mouvement. C'est regrettable. Alors, il y avait autrefois des services d'ordre assez costauds. Ça fait partie d'un certain délitement, justement, des corps intermédiaires qui y ait moins. Et ça va d'ailleurs dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas, il n'y a pas un mouvement qui contrôle ici ces manifestations. C'est bien et c'est pas bien, mais en termes de contrôle des casseurs, ça rend compliqué. Mais c'est évidemment à la police de faire son travail et de s'assurer que les casseurs ne dénaturent pas ce mouvement et ne dénaturent pas non plus notre ville, parce que faut dire qu'on paye un prix cher aussi à la ville. Ils vont appeler la police. Je crois que Monsieur Lallemand, une fois de plus, dit un peu n'importe quoi. Bien que je sois entièrement d'accord avec vous.
privilège de l'âge encore, c'est que les manifestations, quand il y avait des syndicats puissants, quels qu'ils soient, il y avait CGT, CFDT, il fallait voir les services d'ordre. Je peux vous dire que ça rigolait pas. Et aujourd'hui, demander... Et c'est une des raisons de la façon dont on dégénérait les manifestations gilets jaunes, parce qu'il n'y avait pas ça. De service d'ordre. Il y avait, quand la CGT organisait, parce que maintenant elle a moins de moyens, il y avait les bus qui venaient, les trains, machin, etc. Tout ça a été extrêmement encadré, négocié à la préfecture. C'est l'avantage d'avoir des corps intermédiaires, effectivement. Vous aviez des gars qui étaient des professionnels de part et d'autre, qui négociaient le parcours, etc. C'est fini, là, c'est le bazar le plus total. Alors demandez que... Et puis surtout que dites, si vous me faites prendre dans une charge ou n'importe quoi, c'est devenu dangereux. Vous avez suffisamment de blessés, suffisamment de mutilations pour vous dire aujourd'hui, moi je dis à mes enfants, soyez extraordinairement prudents si vous avez décidé d'aller en manif. On peut regretter que la CGT ait plus son service d'ordre qui était connu pour être très ferme, on va dire, pour rester courtois. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on en soit à regretter ça. Parce qu'en fait, c'est pas à la CGT de garantir l'ordre public, c'est à la police nationale, aux forces de sécurité, à la gendarmerie mobile, etc. L'organisateur d'une manifestation est toujours responsable. Voilà. Mais par contre, Monsieur Lallement, je lui demande s'il va fournir les brassards « Je suis Benalla » aux gens qui vont être dans la manifestation pour aider à l'arrestation des casseurs. Parce que très franchement... Il se gourre là ou quoi? Il fait n'importe quoi. C'est une question d'annonce. Je veux dire, il essaye de monopoliser les médias. Je sais pas à quoi il joue là. C'est pas aux gens. Quand vous voyez l'âge de certains manifestants, quand vous voyez leur forme physique, quand vous voyez tout ça, c'est pas à eux d'aller face à des casseurs, comme vous l'avez dit, extrêmement violents. Là, ils demandent de les signaler, mais même de les signaler. Les signaler à qui? Au CRS, casqués, etc. Et qu'on voit souvent qu'ils sont là. Qui peuvent pas écouter si vous avancez vers un signaler et repérer les choses. On a aussi on a de la vidéoprotection, et heureusement. Le rôle de la police, c'est de protéger l'ordre public, protéger les commerçants qui ont effectivement beaucoup souffert de tout ce qui s'est passé depuis un peu plus d'1 an, notamment à Paris, protéger les biens, et puis aussi, parce qu'on le dit peu souvent, mais protéger les manifestants. Absolument. Parce que les casseurs ne sont pas des manifestants. La liberté constitutionnelle dont vous parliez à très juste titre tout à l'heure, le droit de grève, le droit de manifester, ça n'est pas le droit de tout casser. Les images qu'on a vues côté du soldat inconnu, au niveau de la stèle du maréchal Juin. Et donc ça veut dire qu'il faut effectivement reconnaître que les policiers ont été beaucoup mis sous pression depuis un peu plus d'1 an, mais il faut leur donner les moyens d'assurer leur mission et ne pas se retourner sur la population pour lui demander de faire l'ordre public. Ouais, on a Marc en ligne qui voulait réagir. Bonjour Marc, vous êtes à l'antenne. Bonjour, merci de me laisser m'exprimer, et vous êtes vraiment une super radio, et surtout pas démago, c'est ce qui est rare. Bon. Alors je souhaitais intervenir parce que là je vais que faire rajouter de l'eau sous le pont de vos intervenants. Je suis d'accord avec eux à 200%, il arrive à un moment donné, bien que je sois moi le premier conscient que dénoncer la délinquance c'est un devoir de citoyen. Aujourd'hui, une manifestation doit être encadrée. Il y a des textes de loi, il faut les respecter. Je suis le premier d'accord. En revanche, s'il y a un souci de casseurs ou quoi que ce soit, ce n'est pas le peuple à aller le dénoncer, mais c'est aux gens, comme M. Lallement, qui est préfet, notamment, de mettre les moyens nécessaires pour pouvoir stopper ces casseurs. Surtout que ça fait plus d'1 an que ça dure. On sait qui ils sont en plus. Absolument, oui. Avec les gilets jaunes, ils savent très bien qu'il y a des casseurs, c'est à eux à mettre les moyens, quoi. C'est pas le peuple à les dénoncer. Sachant qu'en plus, si demain, alors qui va les dénoncer? Ce sont les gens qui vont manifester, parce que s'il y a des casseurs, il n'y aura pas du public qui vont regarder la manifestation par crainte, ce qui peut tout à fait se comprendre. En revanche, donc les manifestants, s'ils doivent dénoncer et que ça se passe mal, et qu'il y a un conflit entre un casseur et un manifestant, ça risque de se retomber sur le manifestant, parce qu'en France, il est interdit de faire ça. Ouais. Ça justifie soi-même. Donc forcément, c'est totalement incohérent ce qu'ils disent, et c'est à la préfecture à mettre les moyens nécessaires, et non au peuple à dénoncer. Ouais. Et puis moi je suis désolé, je maintiens que c'est un aveu de faiblesse et du gouvernement et de la préfecture. Comme message. Parce que en plus, excusez-moi, si on n'a pas les moyens, alors je veux bien que ce soit compliqué, je suis pas policier, je suis pas professionnel de ça, mais si on n'a pas les moyens avec la force de l'État d'arrêter une fois pour toutes, d'identifier et de faire juger ces casseurs, c'est qu'il y a un gros problème, et c'est un aveu de faiblesse. Je suis désolé, point à la ligne. Ouais, et je ne parle pas des policiers eux-mêmes.
Je parle de la direction et de l'organisation et de l'État et de Castaner et tout. Je ne dis pas que c'est l'intention, mais ce propos en plus a cette conséquence que j'aime pas, qui est de laisser entendre qu'au fond, s'il y a des cas, et Dieu sait qu'on en a vécu comme maire, et ça me rend dingue de voir les mêmes écoles, les mêmes endroits brûlés, manifestation après manifestation, que ce serait d'une certaine manière de la faute des manifestants. C'est ça cette implication-là me gêne. Ouais. Et manif aujourd'hui 13h30 place de la République et qui se termine place Saint-Augustin, qui est une place qui n'est pas habituelle d'ailleurs pour recevoir des manifestants, qui est assez petite et étroite, donc c'est effectivement la vérité, peut-être. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là à ce micro. Vous êtes sur Sud Radio. Très bonne journée.